Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport, animée par Laurent Garnier. Top départ pour la 101e émission de Et si on parlait de sport. Chaque semaine, nous entrons sur le terrain pour mettre en lumière ceux qui font vibrer le sport, dans l'effort comme dans la passion. Ici, pas de temps mort, témoignages, analyses, coups de cœur et belles performances sont au programme. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Amper Connect, l'agence Bellambra et Dialogue Sport qui jouent collectif avec nous chaque semaine. Et bien sûr, merci à notre équipe d'animatrices et d'animateurs, chroniqueurs, consultants, des coéquipiers de haut niveau. Et le match commence maintenant. Et si on parlait de sport ? Pour cette 101e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Munariz, président du comité régional Occitanie de gymnastique, Matteo Guerini, entraîneur du pôle France aérobique, Robin Suarez, membre de l'équipe de France, Juliette Puydebas, présidente du comité départemental de roller skating de Haute-Garonne, Alison Bernardi, patineuse de vitesse licenciée au Pibrac Roller Skating, membre de l'équipe de France de roller skating, Pierre-Louis Aubry, athlète national, éducateur de trottinette et organisateur de l'événement Pont Clean en octobre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Et cette semaine, on vous emmène en première mi-temps à la découverte d'une discipline dynamique, exigeante et encore méconnue du grand public, la gymnastique aérobique. Du 16 au 18 mai, la Maison des activités multidisciplinaires de Saint-Orens de Gameville en Haute-Garonne accueillera un événement d'envergure, le Trophée fédéral et l'Open international de gymnastique aérobique. Plus de 600 gymnastes venus de 7 pays affronteront lors de 3 jours de compétition intense avec en ligne de mire les World Games de Chengdu en août et les championnats d'Europe à Genja en Azerbaïdjan. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, 3 invités exceptionnels qui partageront avec nous leur préparation, leurs objectifs et leur envie de briller à domicile. Restez avec nous, ça va être énergique et passionné. Et en deuxième mi-temps, nous entrons dans l'univers dynamique, ludique, accessible. Le monde, le roller skating, skateboard et la trottinette connaissent un véritable engouement aussi bien comme loisir, sport de compétition que mode de déplacement durable. Olympique avec le skateboard depuis Tokyo 2021, présent aux Jeux Olympiques d'hiver dès 2026 avec la longue piste sur glace, le roller s'impose comme une discipline à part entière, de la randonnée urbaine au championnat du monde en passant par le freestyle et le roller hockey, chacun peut y trouver sa place. Sport intergénérationnel et complet, il conjugue plaisir, performance, accessibilité et respect de l'environnement. Aujourd'hui, on chausse les patins et on vous fait découvrir l'univers riche, passionnant de la planète roller. Mais avant d'entrer sur le terrain pour cette 101e, petit tour par l'avant-match. Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, les résultats principaux de cette semaine avec l'athlétisme, il y avait les relais mondiaux de Canton en Chine. Mission accomplie pour l'équipe de France qui a qualifié ses 5 relais engagés dans ces relais mondiaux pour les championnats du monde d'athlétisme de Tokyo qui se dérouleront du 13 au 21 septembre. En judo, Grand Chelem d'Astana au Kazakhstan. En moins de 57 kg, Faiza Modgar, 23 ans, a décroché sa 2e médaille d'or en Grand Chelem. En moins de 52, Astrid Nieto, elle, a pris la 3e place. En moins de 63 kg, Mektia Onchekorn a apporté une nouvelle médaille à l'équipe de France, médaille d'or à l'équipe de France. En plus de 78 kg, Julia Tolofua a dû, elle, se contenter de la médaille d'argent. Elle s'est inclinée face à la sud-coréenne Yeonji Lee. Du judo, nous passons au karaté avec les championnats d'Europe qui se déroulaient à Erevan en Arménie en plus de 84 kg. Après une médaille d'or en 2023 et une médaille de bronze en 2024, Mehdi Filali a décroché son 2e titre de champion d'Europe. La Française Helvetia Taili a décroché, elle, une médaille d'argent en kata après sa défaite en finale face à l'Italienne Teriana Donofrio. Les équipes de France masculines et féminines, elles ont décroché le bronze en kata. L'équipe de France féminine a décroché une médaille d'argent par équipe et l'équipe de France masculine a, quant à elle, empoché le bronze. Nohan Dudon a remporté l'or en kata en déficience visuelle, tandis qu'Alexandre Schnogel a obtenu l'argent en kata fauteuil. En boxe, demi-finale WC des Walters à Malabo en Guinée équatoriale. Malgré 2 passages au tapis, Suleiman Sissoko est venu à bout du Lituanien Egidijus Kavaliaukas samedi. Le boxeur français est ainsi devenu le challenger officiel du champion WBC des Walters, l'américain Mario Barrios.
Tennis de table, championnat d'Europe espoir. Flavien Coton rentre dans l'histoire du ping tricolore en devenant le premier Français titré au championnat d'Europe espoir. C'est de bon augure par rapport à nos deux frères Lebrun. En tennis, au Masters 1000 de Rome, Arthur Fils, vainqueur du grec Stefanos Tsitsipas et Corentin Moutet du danois Holger Rune, numéro 10 mondial, se sont tous les deux qualifiés pour les huitièmes de finale. En golf, LPGA Music Hall American Open, la Thaïlandaise Gino Tiltikul a décroché son premier succès de la saison sur le circuit LPGA devant la Française Céline Boutier qui termine seule à deuxième place. Elle obtient son meilleur résultat de la saison. Cyclisme à présent, en cyclisme féminin avec la Vuelta féminine. La victorieuse de l'étape reine de cette Vuelta féminine, samedi, la néerlandaise Demi Vollering a remporté pour la deuxième fois de sa carrière la Vuelta, offrant à l'équipe française FDJ Suez son premier grand tour. Cyclisme chez les hommes avec le Giro en Tour d'Italie. La troisième étape du Giro entre Vlolver et Volver, 160 km, a été remportée au sprint dimanche par Matt Pedersen qui a repris par la même occasion le maillot rose de leader avant de quitter l'Albanie pour se retrouver en Italie. Le Grand Prix du Morbihan, le Normand décathlon AG2R, la mondiale Benoît Cosnefroy a remporté samedi pour la troisième fois la course bretonne. 41e édition du Trobro Léon, les Français ont animé de bout en bout la course remportée dimanche par Bastien Tronchon devant son coéquipier Pierre Gautera de Décathlon AG2R La Mondiale. Basket femme, la Boulangère Wonder League finale avec son succès renversant sur le Basketland 56-51. Tarbes est à 40 minutes d'un deuxième titre de championne de France. En National 2 féminine, finale aller, victoire des pionnières de Toulouse Métropole Basket qui s'est imposée dans le premier match face à Montbrison sur le score de 61-57 de bon augure pour le match retour. Basket homme National 1 masculin 3e division, les Toros de Stade Toulousain Basket se sont imposés 72-61 vendredi face à Feur au terme d'un match accroché, intense et plein de rebondissements. Une victoire qui permet de valider le maintien en National 1 pour la saison prochaine. Handball homme maintenant avec l'Eurocup, 6e journée. Les Bleus ont aligné une nouvelle victoire en Eurocup dimanche à Rouen contre la Norvège, 35-34. Pour leur dernier match de la saison, ils étaient déjà assurés de remporter la compétition. 6 matchs, 6 succès. Nous allons passer maintenant au volet masculin avec la Marmara Spike League. Finale aller, Tours qui vise un 10e sacre s'est offert une belle option en renversant Poitiers lors du match aller samedi en 4-7. Hockey sur glace, championnat du monde à Stockholm en Suède. Trop peu efficace mais sans démériter, l'équipe de France a été défaite par la Lettonie pour son entrée en lice au championnat du monde samedi 4-1. Football maintenant, féminine, avec l'Arkema Premier League. Et dans la dernière journée de la saison régulière, mercredi, Montpellier a gagné dans le temps additionnel à Fleury 2-1 et termine à la 6e place de ce championnat. Il y avait les playoffs aussi en demi-finale. Vainqueur de Dijon 4-1, l'Olympique Lyonnais est logiquement qualifié pour la finale. Et dans l'autre demi-finale 100% parisienne, le Paris Saint-Germain a dominé le Paris FC 3-0 et se qualifie elle aussi pour la finale des playoffs. Championnat de France, Seconde Ligue, Lens et Marseille joueront en Arkema Première Ligue la saison prochaine grâce à leur succès à Toulouse 3-2 et à Saint-Malo 3-1 lors de la 21e et de la journée de la Seconde Ligue dimanche. Les Toulousaines terminent à la 3e place, malheureusement pour elles, mais ça sera de bonne augure pour l'année prochaine. En football, Ligue des Champions, demi-finale retour, l'Inter de Milan est parvenu à éliminer le Barça mardi dernier, 4-3 dans la prolongation d'une demi-finale retour encore plus spectaculaire que celle de l'aller 3-3. Le Paris Saint-Germain, bien sûr, vous l'avez tous entendu, a dominé Arsenal mercredi au terme d'un match maîtrisé 2-1. La finale de la Ligue des Champions aura lieu samedi 31 mai à Munich et opposera le Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan, deux clubs qui ne se sont jamais croisés en compétition officielle. En Ligue 1, 33e journée, pas de vainqueur entre Toulouse et les Lensois pour cette dernière affiche au Stadium. Score final 1-1. 3 jours après sa qualification en finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé à Montpellier 4-1. Et en Ligue 2, 32e journée, match nul entre Rodez et Clermont 3-3. Rugby à 13, Cup, demi-finale. Malgré une bonne première période, les Dragons catalans n'ont pas pu soutenir la longueur face à Hull KR et se sont lourdement inclinés 36-12 à York samedi. Et en Championship, les Toulousains ont réalisé une performance solide en s'imposant 30-18 sur la pelouse d'Oldham et restent la meilleure défense du championnat. Ils continuent leur ascension vers le sommet du classement.
Et on passe du 13 au 15 avec le top 14, 23e journée. Perpignan a décroché une victoire très précieuse contre le Stade Français 20 à 18. Les Toulousains sont venus gagner face à Toulon samedi à Marseille 16-50. Ils décrochent ainsi leur qualification directe pour les demi-finales. Montpellier s'est imposé avec brio 46-27 face à Bordeaux-Bègles et avec son bonus offensif prend la 6e place du top 14. En Pro D2, 29e journée, Montauban s'est largement imposé face à Béziers jeudi 40-17 en arrachant le bonus offensif. Les Montabanais se qualifient en phase finale pour la première fois depuis 7 ans. Colomiers a de son côté fait un grand pas vers un barrage à domicile en l'emportant face aux Niçois 46-19. Le match de Castres-Clermont a été reporté. Et oui, la Marseillaise en MotoGP pour le Grand Prix de France au Mans, avec un Johan Zarco, premier Français à remporter le Grand Prix de France depuis 1954. La pluie à Paris, peu avant le départ, a donné lieu à un Grand Prix de France de moto fou. Dimanche, parti en pole, Fabien Quartararo sur Yamaha, lui a chuté au 4e tour alors qu'il luttait pour la victoire. Mais Johan Zarco sur Honda est parti en pneu pluie et a émergé du chaos pour devenir le premier Français vainqueur à domicile depuis Pierre Monneret il y a 71 ans. On termine avec la voile Transat Paprec. Parmi les favoris au départ de Concarneau le 20 avril, Charlotte Even et Hugo Dallène ont coupé en vainqueur vendredi à 8h18 à Saint-Barthélemy la ligne d'arrivée après 18 jours et 19 heures de mer. Déjà lauréate en 2023 avec Loïs Bérérard, la Morlaisienne est la première navigatrice à remporter l'épreuve à 2 reprises, ce que seul Armel Lecléac avait déjà réalisé. Et on en parle tout de suite dans la chronique spéciale voile. Place à une chronique spéciale voile avec un éclairage particulier sur la Transat Paprec avec Mathieu Sapin. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, une nouvelle chronique événement spécial voile. Aujourd'hui avec notre consultant Mathieu Sapin, skipper et expert de la course au large. Au programme cap sur la Transat Paprec et une transatlantique unique en son genre qui bouscule les codes du large. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Alors pour commencer, peux-tu nous présenter un peu cette Transat Paprec ? Donc la Transat Paprec, c'est une transat qui se court en Figaro 3, donc c'est un bateau qui a un monocoque, mais c'est surtout un monotype, c'est-à-dire que au départ de cette transat, il y avait 19 bateaux engagés, ce sont 19 bateaux strictement identiques. Donc au départ de la course, tout le monde est à armes égales pour traverser l'Atlantique. Le deuxième élément, c'est une transat qui part de Concarneau et qui arrive à Saint-Barth. Donc on traverse l'Atlantique et le gros élément qui intrigue le commun des mortels, on va dire, c'est que c'est une transat en double mixte. Donc il y a forcément un garçon et une fille à bord du bateau. Alors c'est ça, donc la Transat Paprec, et c'est la seule transatlantique à armes égales avec des duos mixtes obligatoires. En quoi cette règle change-t-elle effectivement la dynamique de la course et du circuit Figaro ? Étonnamment, ça change pas grand-chose, voire même ça change rien du tout. Du point de vue des marins, c'est-à-dire que quand on interroge les coureurs, aussi bien garçons que filles, à l'arrivée de ce genre d'épreuve et qu'on leur dit quelle a été la différence et est-ce que c'est mieux de faire en mixte ou pas en mixte, la réponse c'est ça nous change rien. En fait, c'est très sympa de naviguer avec une fille quand on est un garçon ou l'inverse, naviguer avec un garçon quand on est une fille. En termes de stratégie, de stimulation de course, etc., ça change rien. Donc c'est plutôt une très bonne réponse, je trouve, sachant que la course au large, c'est un des rares sports qui est mixte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction homme-femme dans les classements. Et tout le monde est marin, quoi. Exactement. Tout le monde est marin. On ne dit pas un marin ou une marine. On dit on navigue avec un marin et point barre. Cette course s'est terminée vendredi dernier avec une victoire de Charlotte Even et de Hugo Dallène qui ont coupé la ligne en vainqueur. On l'a dit dans les résultats. Ils sont arrivés donc à Saint-Barthélemy. Charlotte devient la première femme à remporter 2 fois la Transat Paprec. Quel regard portes-tu sur cette performance historique et l'évolution donc de la place des femmes dans cette course au large ? Charlotte, elle avait effectivement remporté il y a 2 ans la course qui était déjà en mixte et par contre, elle n'était pas avec Hugo, elle était avec Loïs Bérérard.
Charlotte, elle court pour l'équipage Massif, et donc ça fait 3 ans maintenant qu'elle est dans l'écurie Massif, qui est une écurie qui renouvelle son pool de skippers tous les 3 ans, par alternance, une fois le garçon et une fois la fille. Donc Charlotte, effectivement, elle a eu la chance de pouvoir faire 2 transats Paprec, de gagner les 2 transats Paprec. Alors là, c'est pas de la chance, c'est plutôt qu'elle est très forte. Et puis elle est avec un super équipier qui est Hugo Dallem, qui a gagné la mini transat il y a 4 ans, me semble-t-il. Donc ça, c'était de toute façon un des équipages favoris au départ. Mais ils ont très bien manœuvré et ils ont toujours été dans les 3 ou 4 premiers tout au long de la transat. Par contre, arrivé sur Saint-Barth, il y a eu une petite bulle sans vent qui a rabattu les cartes, puisqu'il y a 35 secondes entre les 2 premiers. Donc on traverse un Atlantique et il y a 35 secondes d'écart. Et puis derrière, c'est l'arrivée qui est folle, parce qu'il y a des écarts qui sont au maximum de 40 minutes entre certains bateaux, ce qui font que les 8 premiers bateaux arrivent en 2 heures. Donc 2 heures d'écart après 4500 km, c'est rien du tout, quoi. Et pas d'abandon, pas de casse particulière sur cette course? Si, il y a eu 2 abandons. Il y a eu 2 abandons parce que ce sont quand même des coureurs pros. Et puis, sur les 2 bateaux, ils ont explosé tous leurs spies, qui sont les voiles d'avant, qui sont souvent colorées, et qui sont des voiles qui nous aident dès qu'on a le vent qui vient plutôt de l'arrière du bateau. Et dès qu'on a, c'est vraiment l'accélérateur ou c'est le mode boost, le spi. Et quand on n'a plus de spi sur le bateau, traverser l'Atlantique sans spi, c'est comme si on était bloqué en 3e sur l'autoroute. Donc arriver avec 5 jours de retard sur les autres, est-ce que c'est bien pertinent? Donc il y a 2 équipages qui ont malheureusement abandonné. Merci Mathieu pour ce décryptage passionnant et puis cette petite anecdote qui nous permet de mieux resituer ce que veut dire cette vitesse, cette accélération. C'est intéressant de le savoir. Donc une course qui allie exigence, sportivité et mixité, innovation sur le circuit de la course au large. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique autour des grands rendez-vous du sport. Un grand merci à toi Mathieu. Merci, à bientôt. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour sur le plateau de Et si on parle de sport, une première mi-temps consacrée à la gymnastique aérobique et à quelques jours d'un événement majeur, la finale du championnat de France Trophée Fédéral et l'Open International Gymnastique Aérobique à Saint-Orens. Pour en parler, nous accueillons des invités exceptionnels avec le président Nicolas Munaris du comité régional Occitanie de gymnastique, Matteo Guerini, notre entraîneur du pôle France aérobique, et Robin Soares, qui est membre de l'équipe de France et un superbe champion. Prêt à l'échauffement, un tour de table d'abord pour découvrir vos parcours à chacun, vos débuts et ce qui vous anime aujourd'hui. Bonjour d'abord. Bonjour. 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 Un petit mot chacun, juste quelques mots. Monsieur le Président, on va commencer par le Président qui va se présenter à nous. Donc Nicolas Munaris, je suis donc président du comité régional Occitanie de gymnastique. C'est un peu long, on dit habituellement le CROG. Et je suis donc très heureux d'organiser ou de co-organiser avec le Pôle France ces championnats de France et l'Open International à Saint-Orens ce week-end. On va passer à Robin, pardon. Bonjour, moi c'est Robin Soares, je suis en sport-études, je suis un élève de terminale et en équipe de France de gymnastique aérobique en catégorie senior. Et notre entraîneur, Matteo. Bonjour, moi je suis Matteo Guerrini, je suis l'entraîneur national, donc j'entraîne ici au pôle à Toulouse. Et voilà, vu mon accent, ouais, on l'entend bien, ça nous vient avec toute la chaleur qui nous vient d'Italie. Avant de parler de compétition, un petit mot sur la Fédération française de gymnastique qui a été donc fondée en 1873 pour rappeler un peu l'historique. Et ça regroupe aujourd'hui 342 000 licenciés pour 1400 clubs et accompagne le développement de disciplines variées. Alors il y a la gymnastique artistique masculine et féminine, il y a la gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, aérobique, acrobatique et même de la gymnastique pour tous. Alors, Monsieur le Président, selon vous, l'impact de la fédération en région et notamment en Occitanie, comment ça se passe ? Nous sommes, nous, comité régional, un organe déconcentré de la fédération. On représente la fédération sur la région Occitanie et la fédération nous amène un cadre.
Un cadre, c'est la garantie d'avoir une pratique de qualité dans des conditions de sécurité, d'avoir une pratique homogène sur tout le territoire. Et un cadre, ça fait peut-être un peu peur, ça paraît rigide, mais ce cadre-là, c'est effectivement des règles, mais ces règles-là sont accompagnées. Elles sont accompagnées d'outils, elles sont accompagnées de formations, elles sont accompagnées de conseils. Ce qui va permettre dans tous les clubs de la région, dans tous les clubs de France, d'avoir un développement qualitatif de l'activité. Merci. Alors aujourd'hui, on va donc en prendre une seule, parce qu'il y en a beaucoup, donc on l'a vu. Et Mathéo, donc une petite question aux spécialistes. Pour les auditeurs qui connaissent pas encore bien cette discipline, est-ce que tu peux nous présenter cette gymnastique aérobique et ce qui la distingue un petit peu des autres disciplines ? Ok, la gymnastique aérobique, en fait, on la pratique sur une base musicale assez intense, donc on est autour de 150 BPM. Et dans la chorégraphie qu'on construit, elle doit être originale, elle doit surprendre la jury. On a caché derrière, en fait, tous les curseurs de la préparation physique, donc il faut être explosif, il faut être au maximum souple, puissant, il y a la force, et tout ça, en fait, est mélangé, donc c'est un sport assez complet. Et voilà. C'est un mélange de danse, de gymnastique, il y a tout un mélange dans tout ça. On peut retrouver des mouvements de la gymnastique artistique, de la GRS et des pas de base de la gymnastique aérobique typique du fitness. Nicolas, je vais revenir à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont concrètement les missions du comité régional, comme celui de l'Occitanie, dans l'organisation et la structuration de cette gymnastique sur le territoire ? Parce qu'on a évoqué tout à l'heure la Fédé, maintenant concrètement, j'imagine que tu travailles. Tout à fait. Alors les missions du comité régional, c'est avant tout de faire tourner la gymnastique sur le territoire. On est au comité une équipe de 7 employés, 7 salariés et 2 cadres d'État pour accompagner la gymnastique sur l'Occitanie. La gymnastique sur l'Occitanie, c'est avant tout 12 départements. On travaille en collaboration. Le territoire émaillé en région et en département. Donc, on travaille en étroite collaboration avec les comités départementaux. Et sur le territoire, on a la chance d'avoir 90 clubs et 23 000 licenciés. Ça fait du monde quand même. Ça fait du monde et c'est très varié. On l'a dit tout à l'heure, une dizaine de disciplines. Tous les clubs ne proposent pas les 10 disciplines. Donc, chaque club a sa particularité, propose 1, 2, jusqu'à 5, 6, 7 disciplines, mais rarement plus. Donc voilà, on peut pas, aucun club ne ressemble à un autre. Et qu'est-ce qu'on va proposer, nous, là-dedans? On va proposer de la formation. On forme les cadres, on forme les entraîneurs, on forme les juges, on forme les dirigeants, on aide les dirigeants. Et ensuite, on va organiser des compétitions. On a une 50aine de compétitions en Occitanie. Donc là, c'est le cas de ce qui va se passer le week-end. Vous êtes partie prenante, non ? Non, ça, c'est pas nos compétitions. Là, on est mandaté par la Fédération française pour organiser une finale France. D'accord. Et on a décidé d'y adjoindre un Open. Mais ce sont nos compétitions régionales. Il y a des compétitions départementales qui sont organisées, qui sont à la charge des comités départementaux. Puis ensuite, il y a une étape interdépartementale et une étape régionale qualificative pour les finales France. Tout ce qui est interdépartemental et régional est à notre charge. Le comité régional l'organise. On a le support des clubs. En général, ce sont des clubs qui l'organisent. Mais on a la responsabilité de l'organisation de ces compétitions. Donc la formation, l'organisation de compétitions, donc 50 compétitions par an, et puis tout ce qui est la détection et le chemin d'accès vers le haut niveau. On est là sur le terrain pour détecter les gymnastes de talent, faire des stages départementaux, régionaux, etc., et les amener vers les cadres nationaux qui vont ou non les sélectionner pour des stages nationaux, puis en équipe de France. Alors là, tu portes donc le comité régional porte des valeurs fortes autour du haut niveau, bien sûr, de la prévention, de la gymnastique pour tous. Comment on arrive à concilier cette double ambition, former des champions et ouvrir la gymnastique au plus grand nombre ? C'est un peu un grand écart quand même. Alors déjà, je voulais préciser, pour tous, c'est vraiment pour tous. On est, je pense, le sport qui permet aux plus jeunes de pratiquer, puisque la baby gym se démarre à 18 mois, même parfois un peu avant. Et ensuite, dès qu'ils peuvent faire des calipettes, c'est bon.
tout à fait. Et on a des salles spécialisées pour la baby gym. Et ensuite, il n'y a pas de limite d'âge. On a des adhérents, on a des licenciés de 90 ans qui continuent à faire de la gym. Ils font pas trop de salto, mais ils continuent à s'entretenir physiquement et à bouger. Comment concilier ça? Ça se fait par les clubs. Je vous ai dit, chaque club a sa typicité, a choisi, puis ça se fait par les hommes en fait. Dans les clubs, il y a des hommes qui portent les hommes et les femmes, on va dire, pour éviter que tu sois après embêté. Tout le monde est dans le coup, voilà. C'est un public très féminin, il y a beaucoup plus de femmes. C'est un sport à 80% bien sûr, voilà. je précise. Donc ça se fait par ces personnes, par ces passionnés qui vont développer une discipline dans leur club. Donc dans un club, il y a une personne qui va être attirée par le haut niveau et qui va faire en sorte que une des disciplines arrive à un niveau important dans son club, et d'autres qui sont passionnés par les bambins et qui vont développer la baby gym dans leur club. Donc on n'impose rien au club, mais en fait la nature fait que sur le territoire, c'est bien équilibré. Oui, c'est une question d'affinité, en fait. Voilà, tout à fait. On a deux entités, donc ici, on va aussi passer, parce que Mathéo, toi, tu es sur le pôle France. Est-ce que tu peux me donner quelques infos sur ce pôle France et le Krebs de Toulouse? Oui, alors nous, on est ici depuis 2021, donc maintenant on est stable dans la structure. On a une salle dédiée. Et on a les entraînements en fait séparés entre les juniors, donc la catégorie 15-17, et les seniors, que c'est 18, l'année des 18 de plus. Les seniors, ils ont plus de liberté vu les horaires aménagés des écoles, donc je les prends un peu plus. Il y a un entraînement à la carte, on va dire, le matin ou au début d'après-midi, plus un entraînement commande le soir. Et ils sont sur un total de 25 heures d'entraînement, plus ou moins. Et les juniors, ils sont tous les débuts d'après-midi, plus un double entraînement le samedi, et aussi son volume horaire à peu près entre 20 et 25 heures. À part ça dépend de périodes. Là, pour exemple, les seniors, ils sont sur une période un peu plus courte, vu qu'on est sous compète, donc c'est plus intense, et on enlève un peu la charge. J'imagine qu'il y a de la charge. On en reparlera tout à l'heure, Robin, mais ça va, tu arrives à tenir? Oh oui, ça va. Bon, il va rien dire, il y a son entraîneur qui est là. Justement, vous allez organiser, on va en parler un petit peu, du 16 au 18 mai, vous organisez avec le comité régional d'Occitanie le fameux Open de gymnastique aérobique ici à Saint-Orens. 650 gymnastes, 7 nations, une vraie fête de la gym. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? On va avoir du monde qui va grouiller pendant 3 jours dans cette salle. Et tous les regards vont être centrés sur le parquet d'aérobic sur lequel les gymnastes, les athlètes vont évoluer. C'est une première pour vous, un truc international, une organisation internationale ici sur Toulouse en gymnastique aérobique, j'entends. Hein. Alors en gymnastique aérobique, je me tourne vers Mathéo, mais je pense que oui. Pour nous, pour le comité régional, c'est une première. L'organisation d'une finale France et d'un Open, c'est une première. Beaucoup de clubs dans la région ont organisé des événements nationaux, voire internationaux, mais le comité régional ne l'avait jamais fait. Pour nous, c'est une. Alors ça se passe à quel endroit et est-ce qu'on peut y venir? Comment on peut faire? Ça se passe à Saint-Orens-de-Gameville, à la MAM, à la Maison des activités multidisciplinaires. Et ça commence vendredi matin par les qualifications de l'Open, puis samedi le championnat de France et samedi soir à partir de 17h les finales Open. Donc ça va être le point d'orgue de l'événement, 17h à 21h samedi soir avec que des internationaux et ce qu'on peut voir de mieux, je pense, sur la planète aujourd'hui en aérobic. Et dimanche, le championnat de France qui continue. Donc on peut venir, comment ça se passe? Il y a des billets, comment c'est géré? Il y a une billetterie sur place. Vous pouvez réserver vos billets à l'avance. Il y a une billetterie en ligne. Vous pouvez aller voir sur le site web du comité régional d'Occitanie, ffgymoccitanie.com. Vous aurez un lien vers la billetterie. Et donc vous êtes, bien sûr, on est tous attendus pour venir vous voir. Alors, quelles sont les ambitions françaises pour cette compétition? Là, je parle à l'entraîneur. Il y a une équipe de France. Comment ça va se passer pour les Français? Oui, pour nous, c'est je mets la pression parce que je sens que Robin il m'écoute là. Ça commence à monter là. Non, l'objectif et les ambitions sont déjà les finales. C'est un peu un test pour nous aussi face aux autres nations pour voir le niveau qu'on a.
On est en préparation pour les World Games sur les seniors qui sont en août en Chine. On a les championnats d'Europe derrière en Azerbaïdjan, junior senior. Donc c'est une étape pour nous pour voir un peu le niveau et voir un peu la distance qu'on a par rapport à certaines nations. Et on a une idée des meilleures nations là qui vont venir? On a l'Azerbaïdjan, il y a le duo qui sont vice-champions du monde, qui sont très bien. On a le groupe aussi de l'Azérie qui sont derrière nous, de pas beaucoup depuis Tokyo, donc ils sont à voir. Et après, on a des individuels, on a un trio bulgare qui est assez renommé, on a des solos aussi qui sont assez bien. Oui, parce qu'il faut expliquer, dans la compétition, il y a plusieurs styles d'épreuves. Donc tu peux nous resituer un peu les épreuves. Il y a du solo, il y a du double. Enfin, comment ça va se passer? Alors, on a les solos qui sont solo hommes, solo femmes, le duo qui est forcément mixte, donc homme-femme. Et après, on a un trio et groupe qu'on peut construire comme on veut. On peut faire 3 filles, 3 garçons, mélangés 2-1 comme on veut. Il y a juste, en fonction de si sont 3 filles ou 3 garçons, c'est le coefficient de la difficulté qui va être divisé de façon différente. Sinon, les équipes qu'on propose vont matcher contre. C'est quoi l'état d'esprit de l'équipe de France après Tokyo? Alors, après Tokyo, on est rentré quand même assez motivé parce qu'on a eu, surtout en solo femme, on a fait une première et une deuxième place. On a eu une 4e place sur le groupe qui c'est avec des nouvelles athlètes dedans, donc ils ont fait quelques petites erreurs qu'on peut régler. Donc sinon, à part ça, on est assez compétitif. Et le trio aussi est 4e. Donc les deux catégories, c'est des nouvelles catégories qu'on a créées, donc il faut juste qu'ils s'habituent à travailler ensemble. Ils sont rentrés motivés, je pense. Même Robin, que c'est la première année senior, je pense qu'il s'attendait même pas à des résultats comme ça, parce qu'à Cantaned aussi, il est rentré en finale avec les plus grands. Donc il parle japonais maintenant, il a tout compris. Couramment. Et après, le fait qu'ils sont en France et c'est chez eux, je pense qu'il y a une espèce d'excitation. Le son de l'entraînement, ils ont envie. Alors justement, on va passer à Robin qui est avec nous. Tu vas représenter donc la France dans cette compétition internationale. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Exactement. Pour moi, ça représente déjà, comme il a dit Mathéo, un entraînement pour les compétitions à venir, notamment les championnats d'Europe et les World Games, où c'est justement une bonne préparation pour voir le niveau qu'on a par rapport aux autres nations, voir comment elles ont progressé, ou voir comment nous aussi on a progressé. Et pour nous, l'objectif, c'est surtout de leur montrer que nous aussi on est là et qu'on va s'imposer. Alors justement, c'est quoi ton objectif à toi sur cette compète? Sur cette compète, en solo, ce serait de faire une finale et de m'imposer sur le podium. En groupe, ce serait aussi est-ce que tu vas faire deux, pardon, je te coupe, tu as fait 2 compétitions, tu vas faire du solo et tu vas être aussi dans un trio, c'est ça? Non, dans un groupe. Dans un groupe. C'est ça. Un groupe, c'est combien de personnes? 5. 5 personnes, d'accord. Et groupe avec garçons-filles, c'est mélangé? Ouais, c'est ça. C'est 4 filles et moi, je suis le seul garçon. Du coup, ce serait de faire un podium aussi, viser la première place comme Tokyo. La question à l'entraîneur, c'est de savoir des ambitions des équipes par rapport à ce que tu as vu à Tokyo. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Je pense que dans le groupe, oui, on peut espérer un podium parce que il n'y a pas toutes les nations qu'on avait à Tokyo. Et après, sur les autres catégories, je pense que lui aussi, il peut viser un podium. Pour lui, l'objectif le plus important, c'est en fait, on va essayer aussi de rentrer des difficultés un peu plus hautes dans cette compétition et voir comment il va être noté, etc., pour arriver à régler en fonction après les champions d'Europe. Question à un garçon, parce que tu me dis que tu étais avec 4 filles. Qu'est-ce qui, toi, ça a attiré dans cette discipline plutôt qu'une autre en gym? Parce qu'il y avait d'autres options. Quoi, l'aérobic? La gymnastique aérobique, c'est une discipline qui est assez complète. C'est une discipline qui mélange beaucoup de souplesse, d'activité de musculation, de cardio et aussi une relation musique-mouvement. Donc c'est super important et c'est ce qui m'a plu vraiment, c'est le fait d'exprimer quelque chose sur le parquet. Parce qu'il y a un mélange de danse, il y a un mélange de tonicité, c'est sûr. Exactement. Mais c'est quand même quelque chose c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est peut-être presque plus féminin, mais par contre on voit que c'est hyper tonique, quoi. Moi, j'ai été surpris par cette réalité-là. Après, la chose intéressante, c'est que l'évolution de l'aérobic, c'est même sur les catégories, surtout sur les catégories individuelles, on a vraiment un ressenti de plutôt gracieux, harmonieux sur la partie féminin. Et quand il y a les finales hommes, c'est très virtueux. C'est vraiment impressionnant. La catégorie homme, plus on avance, en fait, et plus ça évolue dans une côté impressionnant. On est parti sur cette compétition, on a un président qui est content, avoir un pôle France à côté dans une région, ça doit être important aussi. C'est unique. Je pense, la gymnastique aérobique n'est pas une discipline très connue, et je pense que si on interviewe les Toulousains, ils seront loin de savoir
que le Pôle France est hébergé au Crêpes de Toulouse et que ce Pôle France, on a l'intégralité de 2 équipes de France juniors et seniors qui sont tous les jours à Toulouse et qui s'entraînent tous les jours à Toulouse. Maintenant, ils vont le savoir. Maintenant, ils vont le savoir, oui. Et ils vont venir les voir. Alors, un dernier mot pour conclure cette émission et convaincre le public que cet événement international de la gymnastique aérobique, en fait, qu'est-ce que tous les trois, vous pourriez dire pour convaincre des gens d'abord de venir ou peut-être d'être comme toi, Robin, dire à des garçons, venez participer parce que c'est quelque chose de génial? De ma part, j'ai envie de dire, venez à vous faire surprendre de notre discipline et venir inciter aussi les athlètes pour leur donner un peu d'énergie. Robin? Je dirais aussi que c'est important de venir et de faire découvrir notre discipline qui est pas très connue en France. Mais tu as d'autres... au niveau, il y a une proportion plus importante de femmes que d'hommes dans cette discipline-là? Toi, quelle habitude, Mathéo? Là, ça dépend des nations, ça dépend aussi vraiment des vagues, hein, des années. Là, nous, on commence à avoir quand même une bonne répartition hommes-femmes. Il y a des juniors qui passent seniors l'année prochaine, donc on se retrouvera avec 5 garçons. Un dernier mot, Monsieur le Président, pour conclure un peu. Je dirais venez découvrir et vous serez impressionnés. Il y aura le meilleur. On peut pas montrer mieux dans cette discipline. Et cette discipline, ça vaut vraiment le coup de le voir. Merci à tous les trois pour vos témoignages. On vous souhaite le meilleur pour cette belle compétition. Donc je le rappelle, rendez-vous du 16 au 18 mai à la Maison des activités multidisciplinaires Saint-Orens de Gameville et poursuivre ce grand moment de sport et de passion. Merci à tous d'être venus. On espère que ça va bien se passer. On se donne rendez-vous dans quelques temps. Vous savez que l'antenne vous est ouverte. N'hésitez pas à faire appel à nous. Et nous, on a été très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est la mi-temps. Retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Juliette Puydebas, Alison Bernadi et Pierre-Louis Aubry pour parler de roller skating. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec une deuxième mi-temps consacrée au roller skating avec nos invités Juliette Puydebas, présidente du comité départemental de roller skating de Haute-Garonne, Alison Bernadi, patineuse de vitesse licenciée au club de Pibrac roller skating, membre de l'équipe de France de roller, Pierre-Louis Aubry qui est athlète national, éducateur de trottinette et organisateur de l'événement Pont Clean en octobre. C'est bien ça, je me suis pas trompé? C'est ça. Bonjour à toutes et merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par Madame la Présidente. Juliette, quelques mots. Tu es une figure bien connue du roller en Haute-Garonne, ancienne championne de France, licenciée du club de Pibrac, aujourd'hui très investie au cœur du comité départemental de roller. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton parcours, qui est assez original et qui se lie au roller depuis toutes ces années? Oui, déjà le roller pour moi c'est plus qu'un sport, quoi. C'est une passion. J'ai commencé vers 8-9 ans à peu près. J'en ai 34 aujourd'hui. Je suis encore aussi passionnée par ce sport qu'à mes débuts. Je suis passée par toutes les compétitions nationales, internationales. J'ai même fait mon bac à Bordeaux en sport-études. Et j'ai arrêté en 2020 à cause du Covid un petit peu. Ça a accéléré un petit peu mon arrêt. J'ai mis ma carrière sportive un peu de côté pour me concentrer sur ma vie personnelle. Ouais, elle le dit pas, mais elle a quand même trois petites filles, et ça c'est une super performance de recevoir une championne qui en même temps a su aussi. Et je pense qu'on a des jeunes filles qui, dans l'avenir, vont suivre la maman. En tout cas, bravo, félicitations. Merci. Mais j'ai vu que tu avais fait un peu de compétition récemment. T'as remis un peu les patins, non? T'as pas fait quelques petites courses? Non, j'ai pas refait de course, mais je me suis inscrite
Et Oui, ça, j'ai vu, voilà, il y a une idée quand même derrière la tête. je me suis déjà inscrite, je suis pas tout à fait prête, mais je me suis inscrite au marathon de Berlin en septembre. Donc, voilà. Donc la passion, elle est toujours chevillée au corps, elle est là, et ça c'est fabuleux. Aujourd'hui, quelle est justement l'actualité sportive ou associative du moment au sein de ce comité, de tous les engagements que tu as? Qu'est-ce que tu fais exactement? Le but, c'est de relancer en fait le comité départemental qui a été un peu mis sur pause pendant quelques années. Donc on essaye de mettre en place des projets, on essaye de regrouper, de faire des regroupements de compétitions départementales. L'idée, c'est qu'on arrive à regrouper des championnats départementaux multidisciplines. Et on a aussi un événement qui s'appelle le CDRS 31 fait son show. Alors tu vas m'expliquer, parce que CDRS, moi j'y comprends rien, tu m'expliques ce que ça veut dire. Comité départemental roller skating. 31, donc c'est 31. ça, voilà, c'est comme ça que tu l'appelles, d'accord. Exactement. Ça, c'est un événement qu'on a essayé de mettre en place l'année dernière, en octobre, qui permettait de regrouper sur un week-end la randonnée du vendredi à Toulouse et sur une journée complète, essayer de faire des petites animations, des petites démonstrations de toutes les disciplines qui sont dans notre sport. Oui, parce qu'on précise, on l'a vu il y a quelques temps avec la gymnastique aérobique, mais dans le roller, il y a des dizaines de disciplines possibles. Ah oui, oui, On va très, passer très de différent. la course de vitesse, dont toi tu es spécialiste, mais il y a du roller hockey aussi, il y a du roller artistique, ça va jusqu'au skateboard, et là on a Pierre-Louis qui peut en dire deux, trois mots aussi. C'est énorme ce qu'il y a. Ah oui, on est très diversifié. On a vraiment des disciplines qui sont complètement différentes les unes des autres et qui apportent des choses différentes aussi. Et c'est ça qui est cool aussi dans le roller, d'avoir ce choix. On parle souvent des sports à forte valeur. Dans le roller, on retrouve à la fois la performance, le plaisir, l'accessibilité et même le développement durable. Ces dimensions se retrouvent-elles dans les actions que tu portes au niveau du département ? Au niveau de l'accessibilité, déjà, il faut savoir que quasiment tous les clubs organisent des initiations gratuites. Déjà, il y a le forum des associations en septembre. Tous les clubs participent à ce genre d'événements. Mais on peut aussi faire des initiations à tout moment, dans toute l'année. Il faut vraiment aller taper à la porte de sa ville, de son village, de voir s'il y a un club, si on peut essayer. C'est complètement gratuit et les clubs sont très ouverts à ça. Au niveau de la performance aussi, on a mis en place c'est la 2e année, des regroupements de clubs. Donc ça, c'est plutôt au niveau vitesse, où plusieurs clubs se regroupent toutes les semaines, le mercredi, où on essaye de mutualiser en fait de manière à ce qu'il n'y ait pas quelques patineurs à droite, à gauche. On mutualise tout le monde, on met tout le monde au même endroit, encadré par 2 personnes qui sont payées par le comité départemental. Ça permet de tirer un peu tout le monde vers le haut, donc ça c'est super intéressant. Et au niveau du développement durable, on peut mettre en avant la randonnée Roufort, donc c'est randonnée au fil de l'eau, qui est organisée par Roulé Rose. D'ailleurs, c'est ce week-end aussi. Et ils font quand même une randonnée le samedi Toulouse-Moissac, c'est quand même 70 km. Et le dimanche, des balades dans Toulouse culturelles, donc c'est super intéressant. Et ils mettent en avant énormément tout ce qui est éco-responsable, avec chacun vit avec son éco-cup, il y a des poubelles ambulantes. Ils mettent en avant la mobilité douce, puisque le roller, c'est reconnu pour ça. Et Comment ça se passe, je te coupe, mais comment ça se passe cette randonnée? Alors tu me dis, pour aller jusqu'à Moissac, ils prennent quel itinéraire? Ils vont bloquer les routes comme le Tour de France? Non, ils sont sur les voies vertes, ils vont le long de la Garonne, quoi. Ils remontent. Mais c'est pas on peut arriver à rouler en roller. Oui. D'accord, donc ils vont faire Toulouse-Moissac en roller. Bravo. Exactement. D'accord, donc ceux qui ont envie de se balader, n'hésitez pas, rejoignez cet événement-là. Tu as d'autres infos sur d'autres compètes? Comment ça va se refaire, ce show là qui est prévu du comité départemental? Oui, on va essayer de le reprogrammer en octobre l'année prochaine. Pas en même temps que Pumpkin Contest. On va essayer de ne pas être... non, il faut garder les 2 événements pour faire de la com, Exactement. c'est plus intéressant. On va en parler après de cet événement-là. Oui. Ouais. On va le garder, après ce sera avant, après on s'organisera différemment. Mais on est en train de se mettre en place. Faut pas qu'il pleuve trop, si j'ai bien compris. C'est ça, l'année dernière ça a été annulé à cause de la pluie. Cette année, on aimerait bien arriver à le programmer. Ce serait sympa de regrouper tout le monde, faire des initiations, des petites démonstrations, de montrer tous nos sports et puis même de se rencontrer les uns les autres parce qu'en fait, on est chacun dans notre discipline, on est chacun de notre côté et on se connaît pas au sein même de la fédération. Mais c'est un peu peut-être pareil pour la gymnastique. Mais chaque discipline est dans son coin et on se connaît pas les uns les autres. Et je trouve que c'est intéressant de regrouper tous les sports au même endroit, même d'essayer les autres sports. Les jeunes, ils sont complètement partants pour tester et la trottinette, le skateboard, le roller hockey ou la vitesse. Enfin, c'est très complémentaire et je trouve que
c'est sympa de regrouper tout le monde au même endroit sur un peu la fête du roller, quoi. Alors, le roller, le skateboard et la trottinette comptent aujourd'hui plus de 50 millions de pratiquants dans le monde et près de 5 millions en France. On a parfois l'image d'un sport jeune ou loisir, mais c'est bien plus que ça. Comment décririez-vous la richesse et la diversité des pratiques dans l'univers du roller ? Et là, je pose la question peut-être à tous les trois. Personnellement, je trouve Pierre-Louis. que les sports de glisse, c'est un vrai moyen de s'exprimer, de montrer un peu ce qu'on a tous à l'intérieur de nous. Je trouve aussi que c'est un vrai moyen de sociabiliser parce que on est tous des passionnés. C'est vraiment une grande famille. Bon, moi, je suis surtout pratiquant des skateparks, de toute la partie freestyle. Mais vraiment, la beauté de nos sports, c'est que c'est des sports qui sont individuels. On est tous tout seuls sur nos roulettes. Par contre, il y a toute une équipe derrière pour nous encourager, nous pousser à performer mieux, à s'exprimer mieux, toujours avancer et ouais, essayer de développer nos disciplines. On le retrouve à travers de la pratique, mais on le retrouve aussi à travers du développement des sports. Remet en avant du coup ce que tu disais tout à l'heure. Il y a énormément de pratiquants qui sont jeunes et qui, quand moi je les vois arriver sur les skateparks, c'est pas ils ont juste les rollers, ils ont juste la trottinette, ils ont juste le skate. Non, ils ont les trois qui sont avec eux, les parents qui ont, je sais pas, le vélo à nouveau sur le dos. Je trouve que c'est ça qui est beau. Chacun, on a une vision des choses différentes et pourtant on arrive quand même à se retrouver, à pratiquer ensemble. Oui, parce qu'il y a différents, il y a du roller en ligne, il y a du, alors ce que j'appelle moi les patins roulettes de l'époque avec 4 roues. Il y a tout un tas de choses. Dès qu'on est sur une planche, on se met à rouler. Enfin, c'est assez impressionnant. Et on a pu suivre un peu les Jeux Olympiques. Ça a été intéressant de voir aussi comment ils avaient fait ce superbe skatepark à Paris. C'était exceptionnel. Et je crois que ça a été des belles images et structuré. On en parlait en off. Je pense qu'effectivement, ce sport aussi a besoin de cette structure-là pour pouvoir évoluer. Rassurer aussi les parents, parce que tu parles des parents, c'est important aussi de se dire qu'on peut aller évoluer, mais qu'il y a des règles aussi et il y a un respect des choses à avoir. Ça, je pense que c'est très important dans le message à faire passer, en tout cas. Ouais, bien sûr. On a tous notre place sur... Bon, je prends vraiment l'exemple des skateparks. Encore une fois, je viens de là-bas, donc je vais surtout parler de ça. Mais on a tous notre place sur un skatepark, qu'on soit petit, grand, débutant, professionnel, que ça fasse un jour ou des années qu'on pratique. On a toute notre place, donc c'est important de pouvoir bien se répartir, que ça communique bien, qu'on connaisse tous les règles. Ça permet de mieux vivre ensemble. Et encore une fois, ça continue de mieux développer toutes nos disciplines. Je voulais dire simplement que le roller justement évolue dans le giron maintenant olympique, et ça c'était le point dont on discutait, c'est-à-dire qu'il est rentré aux Jeux Olympiques en 2021, le skateboard. La longue piste y était déjà, mais ils seront tous les deux à Milan, enfin il sera à Milan particulièrement cette fameuse longue piste qui vient d'être réintégrée dans votre fédération. C'est tout un pataquès, mais maintenant c'est chez vous. Quel regard on peut porter sur cette reconnaissance progressive des disciplines de glisse urbaines par les grandes instances sportives internationales? C'est-à-dire que c'est quand même une reconnaissance du travail de fond qui a été fait. Oui, c'est une reconnaissance et c'est surtout une visibilité énorme mondiale, quoi. On met en avant des sports qui ne sont pas forcément reconnus comme des vrais sports, on va le dire comme ça. Et là, ça professionnalise un petit peu, au moins au niveau de la visibilité, ça professionnalise un peu notre sport et c'est sûr que ça apporte et des nouvelles personnes, des jeunes qui vont s'intéresser à ce sport-là et des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et aussi financièrement, je pense que ça va apporter aussi des aides qui n'existaient pas avant quand on n'était pas olympique et ça va être peut-être aussi un effet domino où ça va tirer tout vers le haut, quoi. Au niveau des structures, que ce soit des lieux de pratique ou alors des structures qui encadrent la discipline, on sent qu'il y a un vrai élan de fraîcheur. Là, autour de Toulouse, sur les 5 dernières années, donc c'est à peu près là où on a créé notre association Culture Glisse. Je crois qu'il y a quasiment une dizaine de skateparks qui ont été construits autour de la région toulousaine. C'est énorme. Alors justement, Pierre-Louis, pour resituer les gens qui nous écoutent, donc toi tu es à la fois athlète, éducateur sportif, cofondateur de d'une association Culture Glisse. Quelques mots d'abord sur ton parcours rapidement, perso, sportif, professionnel. Personnellement, je suis pratiquant de sport de glisse depuis tout petit. Je vais dire que c'est mon grand frère qui m'a fait commencer tout ça. Et après, vraiment, j'ai jamais lâché. Ça a vraiment commencé avec du roller freestyle,
quand j'avais une dizaine d'années. Ensuite, période adolescence où ça se tourne plutôt vers le skateboard. Dernièrement, avec la trottinette freestyle. Durant tout ça, oui, petit parcours compétitif, mais je vais dire que c'est pas vraiment ça qui m'a le plus atteint, et je me suis vraiment retrouvé dans toutes ces disciplines, quand on a créé l'association, que je me suis tourné vers l'enseignement, la pédagogie, et la dernière chose, et c'est vraiment ça le plus gros de mon travail ces dernières années, c'est tout le côté événementiel. Justement, qu'est-ce qui t'anime dans cet engagement pour les sports de glisse? Qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? C'est une espèce de passion que tu as là. C'est de se retrouver, c'est l'énergie qui ressort. Je parlais de famille tout à l'heure, mais c'est l'énergie qui ressort quand il y a quelqu'un qui s'élance dans un bol, qui s'élance dans un bol. Ouais, qu'est-ce que c'est qu'un bol? Oui, excuse-moi, mais tout le monde n'a pas ton jargon, il faut se dire, voilà, expliquons ce qu'est un bol. En gros, c'est une des disciplines qu'on peut retrouver dans la pratique freestyle des sports de glisse. Donc il y en a deux principales qui sont le bol, qui grossièrement est une grande piscine vide dans laquelle on va s'amuser à faire des figures aériennes ou de glisser le plus loin possible de certaines façons sur ce qu'on appelle des copings, qui sont des barres en métal. Et la deuxième pratique qui est le street, où là c'est plutôt à nouveau le fait de glisser sur des rails en métal ou sauter des marches, et toujours en faisant tourner sa planche, en faisant tourner sa trottinette, en tournant sur nous-mêmes en roller. Mais c'est important, je pense que c'est important d'avoir ces précisions pour à l'écoute qu'on comprenne un peu plus, parce qu'on voit des choses mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Merci pour ces petites explications. Toulouse accueille bientôt le Pontclean Contest, si j'ai bien dit, le tout premier événement de glisse urbaine de la ville. Comment est née cette idée ? C'est un sujet qu'on a émis tout à l'heure, mais c'est le fait de rassembler les gens. C'est le fait que depuis des années, parce que les disciplines ont grandi de façon différente, qui sont arrivées à des certaines années qui sont différentes, certaines disciplines qui sont plus ou moins jeunes, et du coup il y a eu certaines rivalités qui se sont installées, qu'on ressent plus ou moins à l'heure d'aujourd'hui, et du coup c'était une très bonne opportunité de rassembler tout le monde, fêter nos disciplines. En soi, quand on se lance, c'est tous pour la même chose. On veut ressentir des sensations, on veut exprimer quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, et c'est cette flamme en fait qu'on essaie de faire cultiver ensemble. C'est une très bonne opportunité, soit de commencer parce qu'il y a des initiations, soit de découvrir nos disciplines de par le spectacle, les compétitions qu'il va y avoir sur place. Et on revient au côté inclusif, on fait aussi des initiations sport handicap. Il y a aussi une démarche écologique avec les déplacements doux, de faire attention à ces gestes quand on est sur le skatepark. Oui, c'est important d'aller jeter ses déchets, d'aller prendre ses bouteilles en plastique. Voilà, c'est toujours ce rappel de l'inclusion, du vivre ensemble, du respect des lieux sur lesquels on intervient. Merci Pierre-Louis. Je te propose une chose, c'est qu'on se revoit. Ouais. Tu prépares ton projet et tu viens nous en reparler à l'antenne quand tu es prêt avec les gens qui préparent cet événement-là. Je crois que c'est en octobre, donc l'invitation t'est lancée quand tu veux, avec Super. plaisir d'aller plus loin dans cette explication et la présentation de ton projet. Ça marche. On va passer à Alison, parce qu'elle dit rien depuis tout à l'heure, mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. Alison, elle, c'est une patineuse de vitesse. Elle adore aller vite. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Alison, pour ceux qui ne te connaissent pas, quelques mots pour ton parcours dans le roller jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, du coup, je suis très spécifique au roller de vitesse, donc qui est une des disciplines justement de la fédération. Moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans au club de Pibrac Roller Skating. Et du coup, j'ai pratiqué dans ce club jusqu'à aujourd'hui, mes 22 ans, donc ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Et du coup, c'est vraiment un sport très basé sur la compétition, donc c'est un peu similaire au cyclisme, peut-être sur piste, avec des courses à points, des courses à élimination, des courses plus de sprint. Moi, je fais plutôt du fond, donc c'est-à-dire des 10 km à points, 10 km à élimination, par exemple. Donc je vais te couper, mais pour bien expliquer, parce que toi c'est clair dans ta tête, précise un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est des anneaux, c'est des pistes, comment ça marche? Alors dans le roller de vitesse, il y a, on va dire, 3 grandes structures pour patiner et pour faire des compétitions. Va y avoir les pistes, donc ça c'est vraiment des anneaux ovales de 200 mètres environ, enfin plus ou moins, ça dépend. Vous avez pistes. Ça à Pibrac, une piste comme ça? Voilà, à Pibrac on a ce style de piste. Ensuite, on peut pratiquer aussi sur ce qu'on appelle des routes. Donc là, c'est des anneaux routiers pareil fermés qui peuvent faire entre 300 et 500 mètres, on va dire. Et ensuite, on a le marathon. Donc ça, c'est lorsqu'on délimite un circuit dans les villes pour pratiquer l'épreuve du marathon. Et du coup, dans chacune de ces 3 structures, on a des championnats de France.
qui sont organisées. Pour chaque championnat de France, on va avoir des distances de sprint et des distances de fond. Donc sprint, ça peut aller du 100 mètres comme en athlétisme, avec des tournois de 500 mètres, des tournois de 1000 mètres. Et puis en fond, on va avoir plutôt des 10 km à points. Donc c'est-à-dire c'est celui qui a le plus de points à la fin de la course qui va remporter la course, ou des 10 km à élimination. Par exemple, 10 km à élimination, c'est que tous les 2 tours, on va avoir le dernier du peloton qui est éliminé. Et donc après, il faut gagner la course. Là, on rejoint effectivement le cyclisme. On sent cette passion. Et moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui motive aujourd'hui une jeune femme de 22 ans à pratiquer cette discipline exigeante ? Alors moi, je pense comme l'ont bien montré Pierre-Louis et Juliette, c'est vraiment un sport passion parce que c'est un sport qui est pas très connu, il y a pas non plus d'argent dans ce sport, pas forcément beaucoup d'aide financière, et du coup je pense que tous les gens qui le pratiquent, c'est de la passion quoi. Donc depuis que j'ai commencé, c'est vraiment ça qui me tient. Après, j'ai aussi la chance de pratiquer ce sport dans un club qui est vraiment devenu une famille aujourd'hui. Donc, mes entraîneurs qui me soutiennent au quotidien, et puis mes partenaires d'entraînement aussi qui sont super. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là très social. Puis après, il y a aussi normalement le goût pour la compétition, le goût de toujours vouloir gagner plus. Donc voilà. Et puis j'ai atteint quelques objectifs, mais pas tous quoi. Donc tu t'entraînes combien de temps par semaine pour avoir une idée ? Ça dépend, un peu comme l'expliquait la gymnastique aérobique en première mi-temps, ça dépend de la période dans la saison, parce qu'en gros dans l'année on va avoir une saison plus qu'on appelle hivernale, où en gros il n'y a pas forcément de compétition, et donc là on va faire beaucoup plus de volume, donc là on peut s'entraîner jusqu'à entre 15h et 20h semaine. Et après on a une saison plus qui commence à partir de mars jusqu'à août-septembre, où on va avoir beaucoup plus de compétitions, notamment à la fin, pendant l'été, les championnats internationaux, et du coup c'est beaucoup plus intensif comme entraînement, donc on va réduire la charge et avoir plutôt autour des 10 heures d'entraînement semaine. Toi, tu as un palmarès déjà très impressionnant, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde aussi. Quelle est la performance qui t'a le plus rendu fier jusqu'ici ? Je pense que celle qui m'a le plus émue, surtout je dirais plutôt émue comme mot, c'est notamment mon premier titre de championne d'Europe en catégorie senior. C'était en Italie, je me rappelle, sur une course à élimination sur piste. Et donc c'était ma première médaille au championnat d'Europe, et du coup c'était un titre, et j'ai eu la chance de le partager avec mes 2 autres coéquipières de course, parce que quand on est sur les championnats d'Europe, en fond on court à 3 de la même nation, et donc là mes coéquipières qui m'ont aidé toute la course ont fait 2 et 3, donc c'était vraiment historique parce que c'est la première fois que y a eu un triplé dans cette catégorie chez les femmes. Et puis du coup, gagner seul, c'est déjà incroyable, mais gagner à plusieurs, c'était vraiment hyper émouvant quoi. Alors tu viens d'inscrire aussi ton nom au palmarès des 3 pistes chez les seniors dames, et tu vises des podiums internationaux cette saison. Quels sont tes objectifs concrets pour 2025 et comment tu te prépares pour les atteindre ? Alors mes objectifs, déjà, c'est de me sélectionner en équipe de France pour la saison 2025, pour pouvoir participer aux championnats internationaux qui ont lieu cet été. Donc notamment les championnats d'Europe qui auront lieu en Allemagne en juillet, et championnat du monde en Chine en septembre. Et comment je me prépare ? Je suis la programmation de mes entraîneurs. Donc là, on a eu pas mal, je sors d'une phase là des 3 dernières semaines où j'ai eu pas mal de coupes d'Europe. Donc comme vous avez dit, le trophée 3 pistes. Je suis aussi allée en Allemagne faire 2 grosses coupes d'Europe très reconnues dans le roller de vitesse. Donc ça nous permet de nous entraîner, voir où c'est qu'on en est, ce qui reste à travailler. Et puis voilà, donc dans les prochaines semaines, je vais avoir des championnats sélectifs pour l'équipe de France, et essayer de peaufiner tout ça pour cet été quoi. On va te souhaiter donc un bon succès pour 2025. Pour conclure, j'ai envie de demander à tous les 3, si vous deviez convaincre quelqu'un qui n'a jamais chaussé de roller, qu'est-ce que vous lui diriez ? Moi, en tant que coureuse de roller de vitesse plutôt, je dirais que je pense qu'il n'y a pas de sensation, j'ai pas retrouvé cette sensation de vitesse nulle part ailleurs quoi. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui fait vibrer même pas forcément que le roller de vitesse, mais en tout cas moi je dirais cette sensation de glisse et de vitesse. Moi je dirais d'aller à la randonnée de Toulouse tous les vendredis soirs à 21h. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. On peut y aller avec les frères, les sœurs, les tatis, les tontons, en trottinette, en vélo, en roller. C'est super, et ça permet de faire découvrir le roller, de découvrir aussi Toulouse. Donc moi je dirais de se lancer comme ça. Pierre-Louis, pour finir, le mot de la fin ? Pareil, je dirais que c'est les meilleures disciplines pour avoir de la sensation, pour sociabiliser, pour lâcher prise, pour se sentir soi-même. Donc il n'y a plus qu'à. Merci pour ce super moment dans la 101e émission de Et si on parlait sport. On vous souhaite à tous plein de belles victoires et sur les pistes et dans la vie. Et bien sûr, vous revenez quand vous voulez, le micro vous attend. Merci. Merci. Et maintenant, place à la prolongation avec un retour sur la 100e émission de Et si on parlait de sport.
Et si on parlait de sport, la prolongation. Et oui, une prolongation originale puisque nous allons parler anniversaire. Le 7 mai dernier, nous avons fêté la 100e émission de Et si on parlait de sport ? Sans émission, sans rendez-vous hebdomadaire avec vous, passionnés, curieux, amateurs ou pros du terrain. Pour cette 100e, nous avons voulu tendre le micro à celles et ceux qui font vivre cette aventure avec nous, les invités, les témoins, les passionnés, les partenaires. Nous leur avons posé une question toute simple. Que pensez-vous de cette émission Et si on parlait de sport ? Et voici quelques témoignages et on débute avec Sébastien Couratin qui est directeur de l'entreprise Semperconnect. C'est une sacrée aventure et si on parlait de sport, c'est promouvoir les valeurs d'engagement et de don de soi. Semperconnect a été vraiment fier de participer à ce projet ambitieux. Sans l'émission déjà, en toute indépendance, c'est une vraie preuve de sérieux de passion. Merci à toute l'équipe pour le chemin déjà parcouru. On enchaîne avec Mathieu Sapin qui est skipper de course au large. Écoute, c'est un plaisir de parler de sport et de sport au général sur l'ensemble de la région Occitanie. Et Bruno Hamet, dirigeant de l'agence de communication Bellombra. Le sport rassemble et cette émission rassemble tous les sports. Elle est un véritable vecteur de communication pour le sport toulousain et le sport haut-garonnais. Elle permet de mettre à l'honneur les sportifs, les dirigeants, les institutionnels, bien sûr, et aussi les éducateurs. Voilà, c'est une émission formidable et je lui souhaite encore, 200 émissions, 300, 400, une très longue vie. Et voilà, avec Didier Don, qui est coach professionnel et formateur. L'émission, d'abord, elle est fantastique parce qu'on sent que c'est la passion. C'est la passion qui porte tous les acteurs qui sont venus parler de leur centre d'intérêt. Et quand on parle de passion, il y a des vibrations. Et quand on parle des vibrations, on parle d'énergie. Et on sent que cette énergie est présente dans chaque individu qui est venu présenter ou que j'ai eu l'occasion de côtoyer ce jour-là. Mais on sent que ça vibre, quoi. On sent qu'il y a, c'est juste, c'est à l'envers de ce monde du fake, du faux, de l'intérêt. Là, on sent que les gens, ils s'investissent et se bougent le matin, tu sens qu'il y a une force derrière, il y a une énergie qui va bien, on sent ton énergie aussi à toi. Laurent qui porte cette transmission aux générations, aux jeunes, aux moins jeunes, et ainsi de suite. Pour moi, ça évoque ça, quoi, l'émission, si on parlait de sport. Et on termine par Cindy Laplace, qui est préparatrice mentale et coach. Pour moi, l'émission est celle qui place l'émotion et la passion au cœur de ses chroniqueurs et de ses invités. Et j'aime que l'on rencontre tous les maillons de la chaîne du sport, notamment derrière les athlètes, il y a des bénévoles, des familles, des ligues, des comités et des arbitres. Et franchement, merci à toi, Laurent, mais aussi à Pauline et à tout le monde de permettre à cette émission d'exister et bonne continuation. Merci pour vos commentaires et soutiens. L'aventure continue, alors n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport, fin du match. C'est la fin du match et de cette 101e émission avec les grands rendez-vous sportifs de la semaine. Du mardi 6 au 18 mai, tennis, suite du tournoi WTA et ATP 1000 de Rome en Italie. Du vendredi 9 au 25 mai, hockey sur glace avec le championnat du monde hommes dans les villes de Stockholm et Herning, respectivement en Suède et au Danemark. Du vendredi 9 au 1er juin, le Tour d'Italie, la suite, le Giro. Mercredi 19-14, hockey sur glace avec le championnat du monde hommes avec le match Slovaquie-France. Du 14 au 18 mai, cyclisme, les 4 jours de Dunkerque avec le Grand Prix Hauts-de-France. Du jeudi 15 au 18 mai, en auto-rallye, le rallye du Portugal. Vendredi 16, rugby à 15, en Pro D2, 29e journée, Béziers affronte Brive, Biarritz va affronter Colomiers et Aurillac affrontera Montauban. En athlétisme, le Diamonds League avec le meeting de Doha au Qatar. En hockey sur glace, championnat du monde homme avec un autre match avec l'Autriche contre la France. Football féminin, Arkema Premier League, la finale entre Lyon et le Paris Saint-Germain. En volleyball féminin, il y a le match avec l'équipe de France, France-Slovénie à Toulouse. En gymnastique aérobique, l'Open International, Trophée fédéral et Championnat de France à Saint-Orens. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour ceux qui sont de la région de Toulouse. Du samedi 17 au 18 mai, il y a natation avec le meeting Mare Nostrum de Monaco. Le basket 3-3, notre équipe qui jouera donc le Masters d'Amsterdam aux Pays-Bas.
Samedi 17, rugby 15, top 14, 24e journée avec Clermont contre Perpignan, La Rochelle contre Montpellier, Bordeaux-Bègles contre Castres, Toulouse contre le Racing 92. Et en football, Ligue 1, 34e journée et dernière journée de championnat avec un Saint-Étienne-Toulouse et un Nantes-Montpellier. En handball féminin, Coupe de France, finale avec Paris 92 contre Metz. Et en hockey sur glace, championnat du monde, toujours avec les hommes. Et France va affronter la Suède. Dimanche 18, en rugby féminin, l'élite femmes, Bordeaux jouera contre Blagnac, Grenoble contre Montpellier et Toulouse contre Lyon. En handball, Coupe de France, c'est la finale avec Montpellier contre le Paris Saint-Germain. Il y aura aussi de la Formule 1 avec les autos en championnat du monde, Grand Prix d'Emilia-Romagna en Italie. Le football féminin, seconde ligne, 22e journée, Marseille affronte Toulouse et Lille-Rodez. Du dimanche 18 au 24 mai, tournoi en tournoi WTA 250 de Rabat, le tournoi WTA 500 de Strasbourg. Tennis le 18 au 25 mai avec le tennis ATP 250 de Genève et le tournoi 500 ATP de Hambourg. Le lundi 19 mai, hockey sur glace avec un match encore de l'équipe de France, France-Slovénie. Voilà, c'est la fin du match de cette 101e émission. Et si on parlait de sport, avec un grand merci à Nicolas Munariz, Matteo Guerini, Robin Suarez, Juliette Puidoba, Alison Bernardi, Pierre-Louis Aubry et Mathieu Sapin pour avoir partagé ce moment avec nous. C'est un vrai plaisir de vous avoir au micro. Merci aussi à vous toutes et tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Continuez à parler de nous autour de vous, à partager nos émissions, à vous abonner à notre chaîne YouTube et si on parlait de sport. C'est grâce à vous que l'aventure continue. Un clin d'œil aussi à nos partenaires, LG Consultants, Imperconnect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Merci pour votre soutien fidèle. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Et bien sûr, un énorme merci à toute l'équipe de l'Asso. Et si on parlait de sport, une vraie bande de passionnés qui se donnent à fond chaque semaine pour préparer cette émission. Belle équipe, bel esprit. Et merci particulier à Guillaume Garabiato qui nous a dessiné ce nouveau logo pour l'émission. Et si on parlait de sport, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission pleine de sport, de bonheur, de partage. À la semaine prochaine dans Et si on parlait de sport ?